Moi, je suis historien chercheur en histoire de la montagne, historien de montagne, on va dire, pour faire simple. Et puis, je passe mon temps à analyser des ascensions, à analyser les preuves notamment, et à appréhender les ascensions en Himalaya, notamment pour Misolet, pour l'Himalayan Database, et puis pour le fun, j'ai envie de dire, si ça a un sens. Et donc, en 2013, on m'a proposé, vraiment fortuitement, de commencer à étudier le cas de Tomoe Zen. Et puis ça a changé un peu du quotidien à l'Himalayan Database où il faut tout le temps analyser un peu les mêmes trucs, malheureusement. Des photos sommitales du Manaslu ou de machin. Donc là, j'ai commencé à faire cette étude approfondie sur Tomoe Zen sur 2 ans à peu près. Et puis, donc, il y a eu un article qui a été publié début d'année sur les photos de Tomoe Zen. Et puis déjà à l'époque, j'avais commencé à chercher des éléments un peu descriptifs, et notamment, je m'étais arrêté sur des éléments de timing déjà à l'époque. Et c'est à partir de là, j'ai commencé à chercher systématiquement sur ces histoires de timing. J'ai commencé à chercher les timings les plus rapides de l'histoire de l'himalayisme, en reprenant tous les records de vitesse à peu près, dont le premier remonte à 1976 au Noshak, en Afghanistan, par un himalayiste polonais très fort, Christophe Zurek. Et donc, à l'issue de cette étude, je cherchais toujours des timings d'autres gens, et j'en suis venu à chercher naturellement sur Ulistek. Et donc sur Ulistek, j'ai commencé par le truc qui m'était resté en tête, les 10h30 du Chiapangma, donc face sud-ouest en 2011. Et puis là, je suis tombé sur une photo, parce que je cherchais au départ des photos sommitales. J'en ai pas trouvé, par contre j'ai trouvé une photo qui s'avérait être la photo la plus haute prise de lui durant cette expédition, vers 7300 mètres, un petit peu en dessous, voilà. Et cette photo, avait une légende qui m'a interpellé, puisque c'était marqué, en gros, comment c'était marqué déjà ? À l'approche de l'arête sommitale. Et en l'occurrence, c'était quand même 300 mètres sous l'arête sommitale, ce que j'ai trouvé un peu léger quelque part. Ça m'a interpellé. Et donc à partir de là, j'ai commencé à chercher pourquoi il y avait cette légende un peu trop simple, à mon sens, ou un peu trop vague en tout cas, pour sûr. Et donc là, j'ai commencé à dérouler la plot de toute cette ascension, à reprendre tout le timing, et est apparue assez rapidement une bizarrerie, à savoir une accélération par 2 à partir de 7300 mètres jusqu'au sommet. Alors, des accélérations, j'en ai déjà vu des cas d'accélération où, par exemple, en passant d'une pente en neige profonde à une pente en neige dure, d'un coup, les personnes peuvent accélérer par 2, voire 3. Donc ça peut arriver. Mais là, le descriptif des conditions dans son bouquin, à 8000+, était étonnant, parce que dans la face parfaitement homogène ou presque, là, entre 6100, c'est-à-dire la Rimet, et puis le point où il observait, c'est une face uniforme en neige à 50-55 degrés maximum, avec ici une petite section qui décrit à 55-60, je crois, déjà. Et donc sur cette section du bas, il faisait du 147 m/h en découvrant la voie, dans des conditions parfaites, d'après ce qu'il écrit. Et puis donc il était parti pour la voie britannique directe, et à cause de chute de pierre dans la nuit, il a préféré se rabattre à droite, prendre la Wieliczki et sortir ensuite par la Girona, qui est la voie la plus simple, on va dire, du secteur. Et j'en suis où, moi, au fait, là Mais qu'il a fait du 100 et quelques Ah oui, heures dans la c'est ça. basse. Donc là, il est à 147 mètres en bas, et puis à partir de là, on tombe dans le cru du Girona, qui est une section, alors que lui-même décrit comme 300 mètres d'escalade exigeante, avec une section surplombante à la fin, rocheuse, et dans des conditions glace mixte, donc glace et rocher. Et à partir de là, sur l'arête, donc à la sortie de la voie, donc de la face, qui est à 7550 mètres à peu près, à partir de là, la section se poursuit pour une inclinaison moyenne de 17 degrés, par une première section d'arête qui fait le tiers de la longueur totale, qui est d'1,5 km. Et à partir de là, ça tourne en fait, ça vient sur un plateau qui fait 350 mètres de long à peu près. Ça reprend des pentes, ça arrive ensuite sur la selle de sortie de la voie britannique, et il y a une dernière arête pour revenir jusqu'au sommet. Donc cette section complète fait 1,5 km. Et là, les conditions qu'il décrit dans son bouquin sont neige jusqu'à la cheville pour faire la trace la plupart du temps, section avec neige jusqu'aux genoux, et dans les creux, neige jusqu'aux hanches. Alors, c'est pas exactement ce qu'on appelle des conditions optimum, mais donc, entre cette section du cru et de l'arête sommitale, il était censé avoir accéléré par 2.
Donc, avec d'autres collègues, parce que je n'étais pas tout seul pour travailler, je ne travaille jamais tout seul. Donc des collègues sont Damien Gildea, Ebrard Tugalski et Bob Obertige Schelfaut. On a essayé de s'expliquer cette chose-là. Et donc je lui ai posé des questions. Alors, vu qu'il n'y avait pas de photo là-haut, pas de preuve GPS, rien du tout, je lui ai demandé de me décrire l'arête. Donc ça, ce qui est un outil classique pour essayer de... Une bonne description peut faire office de preuve, complètement. Donc là, il m'a dit, je me souviens pas, c'est vague, j'ai fait des centaines de courses depuis. Donc voilà, je ne pouvais pas en retirer plus. Donc sur ça, j'ai attendu un peu et je l'ai rencontré à Katmandou ensuite. Et je lui ai demandé là de me décrire comment il avait fait pour accélérer par 2 au niveau des plus hautes difficultés et ensuite sur l'arête. Donc là, il s'est énervé, il m'a clairement dit qu'il est parti dans une espèce de diatribe sur les historiens en expliquant que les historiens de toute façon ne comprenaient rien à l'imalisme et que donc on ne pouvait pas comprendre les choses qui se passent là-haut. Donc il m'a dit qu'il grimpait pour lui, voilà des choses comme ça. Donc j'ai pas pu retirer plus d'éléments descriptifs. Et donc, ça c'était en octobre 2015, et donc le printemps dernier, 2016, il est retourné au Shishapangma, donc pour la 3e fois. Et là, donc il a repris la voie Girona avec David Guttler. Et cette fois-là, je me suis dit, bah tiens, bon, ce qui m'a un peu étonné, c'est que nulle part il a décrit qu'il avait fait cette voie en 2011. Mais bon, il repose un essai dedans. Et puis là, il est annoncé dans la presse qu'on est arrivé à 200 mètres du sommet, on est à 7008. Almost doesn't mean the top. Mais voilà, on y était presque. Donc je me dis, waouh, ça y est, bon là, ils ont posé un essai, en 10 heures, ils étaient sous le sommet. Donc oui, ça a l'air de coller, quoi, avec l'ascension 2011. Et donc je lui demande des photos, machin. Je crois que je lui ai même pas demandé de photos d'ailleurs, c'est lui qui m'a envoyé une photo. Et là, je reconnais le plateau sommital qui est au tiers de l'arête, au tiers de la distance totale de l'arête sommitale, quoi. Donc c'est-à-dire, cette arête est pas à 7008, ce point à l'entrée du plateau n'est pas à 7008, mais à 7007, d'après les cordées précédentes. C'est légèrement plus haut d'après Google Earth, c'est vers 7740, un truc comme ça. Et donc ça m'a un peu étonné parce que donc, là, il parlait de summit plateau cette année-là, alors que je lui ai demandé de me décrire l'arête, justement. Donc je savais très bien que ce n'était pas une arête sur toute la longueur, mais une arête, puis ensuite 2 tiers avec ses plateaux, justement. Donc, mais donc lui il me dit, en gros, ce timing, voilà, prouve que j'ai pu le faire, que le timing que j'ai posé en 2011 est plausible. Sur ce, j'étais complètement d'accord, sauf un petit détail près, qu'en 2011, il y avait cette accélération par 2, et une voie qu'il découvrait à vue, et là, donc, ça change un petit peu les choses quand même. Et donc là-dessus, comment ça s'est passé déjà ah oui, oui, je lui demande des photos, parce que j'avais vu plusieurs photos publiées dans la presse, sur Facebook, machin. Et puis là, parce que les photos, moi, avec les données EXIF, je peux retirer des timings exacts par section, parce que les altitudes, je les retrouve, de toute façon. Les lieux, c'est facile à retrouver. Et là, il a refusé. C'est-à-dire que je leur ai demandé à tous les deux, je leur ai même expliqué à un moment donné, parce que je me suis dit, bon, il faut que je leur dise ce que je veux peut-être aussi, même s'ils le savaient très bien, de toute façon, ce que je voulais. Et donc là, il a refusé de m'envoyer ses photos, et c'est dommage. Parce que donc, si ça se trouve, il avait peut-être effectivement accéléré ce coup-là par 2. Mais je vois-t-il que je n'ai pas eu les photos. Donc, à côté de ça, donc, on a continué à interviewer des gens, on a demandé à des gens comme Simone Moreau qui étaient allés faire la voie en 2003, lors de sa première tentative hivernale, qu'il a réussi l'année d'après par la voie d'à côté, par la voie de descente. La voie slovène. Et donc on lui a demandé, dans une conférence en Pologne, mon collègue hollandais lui a demandé, tiens, quel timing tu mettrais entre la sortie du Girona à 7550, le sommet, et puis le Pungpala, qui est la selle à 7390, qui est à la base de la descente. Et là, il lui a répondu, en condition parfaite, on pourrait imaginer que ça puisse descendre à 4 heures, mais globalement, ce serait plutôt du 5 heures, 5h30, voire plutôt 5h30, voire plus. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le timing global entre la pause en dessous du cru, au sommet, jusqu'à en bas, à 7100 mètres, au pied de la voie de descente, son horaire à Steg, donc en 2011, est de 5 heures pour le tout. C'est-à-dire qu'à comparer, le timing de Simone Moreau, par exemple, chante les 2 headwalls, quoi.
Donc ça, en termes de faisabilité, c'est très très questionnant aussi. Mais donc après, on a posé la question à des différents himalayistes, à Moreau, à Rubko, à Wieliczki, à 2-3 comme ça, qui nous ont tous dit unanimement qu'accélérer par 2 dans du plus dur, ou même sur une section homogène constante, était de l'ordre de la science-fiction, quoi. Et après, les gens avec qui j'en ai discuté, donc c'est Stéphane Benoît, Yannick Graziani, en leur montrant le terrain, justement, les conditions annoncées, m'ont tous dit que non, ça paraissait effectivement très très difficilement crédible, voire franchement faux. Il y a un autre petit détail que j'ai oublié de dire, c'est qu'en 2016, j'ai quand même réussi à trouver une photo dont je pouvais exploiter les données EXIF. Et là, c'est une photo qui est prise sur le début de l'arête. Et bien entre cette photo et le plateau, on voit qu'ils font du 90 mètres/heure, quoi. Donc a priori, il n'y a pas de signe de 300. Mais là encore une fois, il faudrait les photos du dessous pour savoir s'il y a vraiment eu une accélération au niveau du head wall ou pas. Après, tout le détail des calculs, vous pouvez les retrouver de toute façon dans les rapports. Tous les scénarios à peu près ont été imaginés, on a retourné ça dans tous les sens pour essayer d'arriver à se donner une explication rationnelle de cette histoire. Et voilà, donc pour le Shishapangma. Après, moi je pensais m'arrêter là, et puis mon collègue Ebrard Trugelski, qui gère le site 8000 Unders, m'a demandé d'étudier l'Annapurna. Et moi je voulais pas trop le faire parce que ça avait déjà été étudié, donc je voyais pas trop ce que je pourrais apporter de plus. Et puis du coup là, je me suis juste cantonné à faire une étude de texte. Et donc j'ai repris un peu toutes les sources, et là, donc, dans cette étude, pareil, tout est en ligne sur le site des Piolets d'Or, donc je vous encourage vraiment à lire tout ce qu'il y a écrit là-dessus, parce qu'il y a tous les éléments, j'ai tout écrit dedans. Et là, donc, en termes de timing, c'est pas absurde, c'est-à-dire que pour l'Annapurna, la partie supérieure du 180 mètres/heure entre le bivouac à peu près vers 6875 jusqu'au sommet, ça fait vite, mais c'est pas si absurde. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des phénomènes de compensation dans les pentes supérieures qui sont du 40-45. Si c'est effectivement en neige parfaite, pourquoi pas, ça pourrait être crédible. Après, il reste quand même le head wall à passer. Donc là, on est dans des ordres de vitesse qui sont bien plus rapides que les passages des autres encordés. Mais en faisant l'examen photo en fait, des conditions le jour même, donc où il est parti le 8, le 9, et en comparant avec les photos des Français, on voit qu'il y a plus de glace. Donc c'est vrai que c'est plus englacé de toute façon. Donc ça, les conditions, c'est relativement plausible. Il y a le timing de descente de 3 heures qui, lui, est questionnant. Si on le met, par exemple, on compare au timing de descente de Lorette-en-Troyer en face sud du Shishapangma, dans du 45-50 parfaitement régulier, en très bonnes conditions et 2 jours. Eux, ils descendaient du 370 mètres/heure à peu près, dans cette face, jusqu'à la Rimet. Et là, Ouli ferait du 400 mètres/heure de nuit, avec la désescalade du head wall, 8 rappels. Voilà, donc ça, c'est aux himalayistes, aux techniciens, ceux qui s'y connaissent en alpinisme, de dire si ça leur paraît plausible ou pas. Moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Après, donc, il y avait une chose importante sur le dossier de l'Annapurna, c'était le témoignage des Lumières, parce qu'à l'époque des Piolets d'Or, c'était quelque chose qui avait circulé, et puis qui avait fait penser au tout venant, moi le premier, que ça validait, quoi. Et là, en reprenant les témoignages donc, des Sherpas, j'ai trouvé pas mal de contradictions aussi, des petites contradictions sérieuses quand même. Et puis surtout, un gros problème, mais qui avait déjà été soulevé par Andreas Kubin, à savoir que au même moment dans la nuit, on a Tenji Sherpa et Don Bowie qui sont ensemble vers minuit et qui regardent la face. Donc il est censé arriver sous le sommet. Et là, dans sa version, Tenji dit avoir vu des lumières, Don Bowie non. Donc on a un témoignage qui est à cet instant-là en tout cas pas concordant. Et les témoignages donc, des Sherpas d'avoir vu des lumières à différents points de... Alors jusqu'à minuit, c'est niette, quoi. C'est-à-dire Patitucci et puis Bowie se sont levés plusieurs fois, ils ont regardé. À minuit, Bowie allait se coucher. Et après, il y a un témoignage d'un des deux Sherpas qui dit avoir encore vu des lumières vers 2-3 heures du matin. Bon. Donc le problème, c'est que ce témoignage, il est contredit par les autres membres de l'expédition. C'est-à-dire Patitucci et Bowie, eux n'ont pas dit avoir vu de lumière. Et ce qu'il y a d'étrange par rapport à ça, c'est que s'il y avait vraiment eu des lumières dans la nuit, que quelqu'un a vu des lumières, comment est-ce que c'est possible qu'en présence de l'ascension du siècle, personne sorte pour faire des photos minimum quelque chose. Et ce qu'il y a de troublant, c'est que le lendemain matin, c'est vrai qu'il y a au camp de base, il y a
il ne se passe rien. C'est-à-dire que personne ne sait où est Lichtech. Et c'est quelqu'un à un moment donné qui le spot vers 6500 mètres sous son bivouac en train de redescendre au petit matin. Donc voilà, ça c'est un élément qui est un peu questionnant. Après, donc pour moi sur l'Annapurna, il y a point de vue timing encore une fois, mais c'est pas absurde. Après par contre, ce qui est vraiment étonnant, c'est la description du sommet. Ah et puis j'ai oublié d'en parler d'ailleurs pour le chicha, tiens. Pour la description du sommet à l'Annapurna, alors il y a 4 versions et demie, 5 disons. Il y a une première version où il atteint l'entité cime est, c'est ce qu'on voit dans le rapport, c'est toutes les photos qui arrivent à droite à la sortie en gros et pas à gauche. Il y a une première version qui a été la version officielle publiée sur son site, où là il explique qu'il est arrivé de nuit sur l'arête, qu'il s'est baladé un peu sur l'arête, plutôt à gauche, donc ça c'est bien. Ça c'est bien d'aller à gauche, parce que le sommet est par là-bas. Et là donc il explique qu'il a mesuré, qu'il était sûr qu'il était au sommet grâce à son altimètre. Alors ça c'est très très peu fiable comme moyen de vérification, parce que déjà de jour, la différence entre les corniches luminales de l'Annapurna, les 3 principales, il n'y a quasiment pas de différence d'altitude, quoi. Donc trouver une corniche grâce à son altimètre sur un truc qui est plat, qui fait 300 mètres de long, ça de nuit, sans lune, c'est très peu probable. Donc ça c'est la seconde version effectivement. Après, à Manu-Rivaux, il a dit s'être arrêté à la sortie, donc ça c'est un autre endroit. C'est un endroit qui est la sortie de la face sud, légèrement voilà, à gauche de la selle M&M de sortie de la face sud. Les cordées sortent toujours légèrement à gauche, dans le haut de la face sud. Et donc ça c'est la version pour Manu-Rivaux, pour Montagne Mag. Il y a ensuite eu une version qui a remplacé la version officielle de son site, la première version allemande, qui a été remplacée sans changement de la date de publication. Et dans celle-ci, apparaît tout d'un coup, l'altimètre disparaît, et là on décrit 3 corniches comme si c'était de jour, et lui dit, je me suis arrêté à la deuxième. Donc ça quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment scotché, je me suis dit, déjà ça changeait de la première version, donc je comprenais pas pourquoi il y avait cette nouvelle version qui apparaissait. Et après, donc une dernière version qui va bientôt apparaître dans son nouveau livre, où là, il ne s'arrête pas sur la deuxième bosse, mais la troisième. Donc, sur la description du sommeil, là, c'est là où moi j'ai un très gros doute, quoi. Ça, c'est l'outil de décrire, de faire décrire aux Himalayistes ce qu'ils voient. C'est toujours une technique qui est employée aujourd'hui, quoi. Missolel l'a employée toute sa carrière, et je pense qu'elle sera encore valable demain. Mais là, quand on demande déjà habituellement aux gens, en décrivant le sommet du Makalu, décrivant le sommet de tous les 8000, tous les gros sommets en gros, s'il y a 4 versions ou 5 qui apparaissent, généralement c'est vraiment pas bon. Enfin, ça peut être un motif évident de sommet disputé, quoi. Donc ça, c'est vrai que sur ce point-là, moi je ne peux pas ne pas avoir un doute, quoi. Pour le reste, voilà, j'ai pas plus de certitude que ça par rapport au Shichamangma. Mais là, ce point-là, oui, par contre, là et ce sommet d'Annapurna, j'ai passé, depuis 2014, j'ai passé au crible des photos des sommiteurs de plus de 35 expéditions sur 70 qui y sont allés. Donc je connais plutôt bien le sujet. Donc effectivement, c'est 5 descriptions d'un même sommet. Ensuite, techniquement, normalement, ça passe pas. Donc voilà pour ça. Après, donc, comment dire ? Encore une fois, moi je fais un travail d'historien, donc je travaille sur des faits, et je travaille ça comme ça toute l'année, avec des alpinistes de tous les niveaux. Donc là, par rapport à ce qui est des piolets d'or, pour moi l'enjeu c'est pas du tout d'enfoncer le Lichtech, c'est certainement pas le sujet. L'enjeu pour moi, et j'espère que ce débat portera des fruits pour la communauté, c'est de poser cette question effectivement du rapport à la preuve en alpinisme et quel rapport à cette preuve à l'avenir, notamment pour les professionnels, parce que c'est quand même embêtant encore au XXIe siècle, avec les moyens technologiques qu'on a, d'avoir des professionnels qui ne ramènent pas de preuve objective. C'est dommage. C'est dommage, et puis c'est même c'est quand même questionnant, quoi. Donc voilà, j'espère juste que ce débat effectivement des piolets d'or sur l'avenir de la preuve en alpinisme pourra permettre de discuter, de poser le débat et d'avancer sur la question, quoi. Pour qu'on puisse tous être bien contents. Voilà.